Donc, je cède maintenant la parole à Mme Catherine Asselin qui viendra nous entretenir sur les règles de conformité fiscale lorsqu'une société étrangère exerce des activités au Canada. Donc, Mme Asselin est première directrice dans le département de fiscalité internationale chez PwC. Elle est spécialisée dans les transactions et réorganisations transfrontalières et celle-ci est membre de l'Ordre des CPA et détient une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Catherine, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Donc, très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, comme le mentionnait Isabelle, en fait, je vais vous parler de tout ce qui est obligations de conformité fiscale, de retenue à la source, quand une société non résidente vient faire des activités au Canada. Comme vous allez voir dans le plan de la présentation, j'ai quand même beaucoup de sujets à vous parler aujourd'hui. Donc, peut-être que les questions, ce serait plus vers la fin, si ça ne vous dérange pas trop. Donc, la présentation va se scinder en deux grands volets. Il va y avoir premièrement tout ce qui touche l'impôt corporatif. Donc, on va voir c'est quoi exploiter une entreprise au Canada, c'est quoi le concept d'établissement stable, les obligations de conformité fiscale qui touchent l'impôt corporatif. Aussi, on va voir deux règles de limitation de la déductibilité des dépenses d'intérêt, donc les règles de capitalisation restreinte, communément appelées les règles de TINCAP. On va également voir les FL Rules ou les règles des dépenses excessives d'intérêt et de financement. Concernant les obligations de retenue, en fait, on va voir l'impôt de la partie 13, règlement 102, règlement 105. L'objectif aujourd'hui, en fait, c'est, vous allez voir, il y a beaucoup de concepts théoriques, mais je n'irai pas dans les exceptions de l'exception parce que sinon on passerait la journée à parler de ce sujet-là. En fait, c'est plutôt de faire un tour d'horizon de toutes ces mesures-là, de toutes ces règles-là, pour que vous ayez des réflexes puis que vous sachiez s'il arrive telle situation, bien, où aller voir dans la loi. Donc, si on commence avec le volet impôt corporatif, j'ai préparé une mise en situation initiale. Puis, le but de cette mise en situation initiale-là, en fait, c'est vraiment de tenter d'appliquer les concepts théoriques à quelque chose de plus une mise en pratique. Tout au long de la présentation, je vais revenir à cette mise en situation-là, je vais modifier des faits, je vais en ajouter, tout simplement pour couvrir vraiment les possibilités qui peuvent s'appliquer. Donc, mise en situation initiale, on a une société non résidente du Canada, donc elle est résidente dans un pays étranger. Elle n'a jamais fait affaire au Canada, elle n'a pas d'installation au Canada et elle se fait approcher par une compagnie canadienne pour faire un contrat au Canada. Le contrat, c'est conception et installation d'un pont au Canada. Durée totale du contrat est estimée à 10 mois et il y a 3 employés qui vont être envoyés au Canada durant toute la période du contrat. Les employés, ils n'ont pas l'autorité de contracter au Canada, puis il n'y a pas d'autres installations fixes d'affaires, donc il n'y aura pas de bureau de cette société-là au Canada. Première question à se poser, c'est en fait, est-ce que mon entreprise, ma société non résidente, est-ce qu'elle va venir exploiter une entreprise au Canada? Donc, c'est vraiment la première question à se poser parce que s'il n'y a pas exploitation d'une entreprise au Canada, mais il n'y aura pas d'obligation de conformité en vertu de l'impôt corporatif au Canada. Il y a 2 façons d'arriver à exploiter une entreprise au Canada. La première façon, c'est via les règles de common law. Donc, c'est vraiment ce que la jurisprudence est venue nous dire au fil des années, à savoir c'est quoi les facteurs à considérer pour savoir si notre société non résidente exploite ou non une entreprise au Canada. Donc, je vous en ai mis plusieurs ici. C'est vraiment là, du cas par cas. Donc, on va regarder tous les faits propres à la situation. Puis, on va regarder le type d'industrie de la société, par exemple, c'est quoi les activités qu'elle fait, etc. Donc, je vous ai mis une liste qui ont été indiquées par la jurisprudence au fil des années. Puis, dans l'affaire Sudden Valley, en fait, il y a un juge qui est venu dire que le lieu de conclusion des contrats, donc le premier que je mentionne ici, c'est vraiment le critère le plus important, le plus déterminant. Mais je répète encore une fois là, que c'est vraiment du cas par cas. Donc, on parle, là, si on les passe rapidement, là, ça peut être les lieux où se trouvent les agents, les employés du non-résident, le lieu de livraison, le lieu de paiement, le lieu où les achats sont effectués, etc. Deuxième façon d'exploiter une entreprise au Canada, c'est via l'article 253 de la loi de l'impôt sur le revenu. C'est une définition élargie, c'est-à-dire qu'elle couvre plusieurs activités.
Donc, il y a 3 alinéas à cet article-là. Le premier, c'est tout ce qui touche les activités physiques au Canada. Donc, quand une société produit, cultive, extrait, crée, manufacture, fabrique, etc., quoi que ce soit au Canada, en fait, on va dire qu'elle exploite une entreprise au Canada en vertu de la législation interne canadienne. Deuxième alinéa, c'est tout ce qui est activité de sollicitation. Donc, quand on a des employés ou toute autre personne qui vient solliciter, qui vient solliciter des commandes ou offrir quoi que ce soit en vente au Canada, ça va créer également une exploitation de l'entreprise au Canada. Et dernier alinéa, c'est tout ce qui concerne la disposition de certains biens canadiens. Donc, on vise entre autres les avoirs miniers, avoirs forestiers ou encore les biens immeubles canadiens. D'ailleurs, la Cour, on voit là, que c'est vraiment une définition élargie, c'est un concept qui est très inclusif. Puis la Cour canadienne d'impôt a déjà dit « Il est assez évident que l'intention du législateur en édictant une pareille présomption était d'assujettir les personnes non résidentes à l'impôt canadien pour autant qu'un minimum d'activité commerciale s'exerce à l'intérieur des frontières canadiennes. » Donc, si on revient à notre mise en situation initiale, bien notre société non résidente, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient installer un pont au Canada. Donc, c'est clair là, qu'en vertu de 253A, on rentrerait dans l'exploitation d'une entreprise au Canada. Une fois qu'on a conclu ça, mais en fait, notre analyse ne s'arrête pas là. Si la société non résidente réside dans un pays avec lequel le Canada a une convention fiscale. Donc, à ce moment-là, il faut aller voir le concept d'établissement stable et ce que la convention fiscale en vigueur nous dit. Donc, le concept d'établissement stable, en fait, il provient premièrement de l'article 7 des conventions, ce qui vient dire qu'un non-résident va être taxable dans un pays qui n'est pas son pays de résidence, seulement s'il y exploite un établissement stable. Donc, l'article 5 des conventions, c'est lui qui vient définir ce qu'est un établissement stable. Et il va le définir via soit des inclusions ou des exclusions. En vertu des inclusions de cet article-là, on peut définir 4 grands types d'établissements stables. Je vais utiliser le terme PI tout simplement parce que c'est plus court. Donc, premier type de PI, ce serait une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise est exercée. Donc, ce qu'on vient viser, c'est vraiment les bureaux, les usines, les ateliers. Et en fait, pour rentrer dans ce type de PI-là, il y a 3 grandes conditions à respecter. Premièrement, bien, il doit y avoir une installation. Donc, l'existence d'une installation, ça peut paraître assez simple comme ça, mais il faut vraiment regarder si la société non résidente a un certain contrôle sur l'installation. Il faut regarder aussi c'est quoi l'utilisation effective des locaux et le degré auquel on identifie les locaux à la société non résidente. Donc, est-ce qu'il y a une affiche au nom de la société, par exemple? Deuxième type de pays qu'on peut rencontrer, c'est les chantiers de construction ou de montage. Donc, à noter que ce type de chantier-là, ce type de pays-là va pas venir viser tous les types de chantiers ou de montage au Canada. Donc, ce qu'on veut vraiment viser, c'est les biens fixes au Canada, les biens qui sont difficilement déplaçables. Donc, on parle, entre autres, là, de bâtiments, de routes, de ponts, de canaux. Également, les commentaires de l'OCDE sont venus dire que ça pouvait comprendre des chaînes de montage de machines complexes dans un immeuble existant sur un site extérieur. Donc, on voit que c'est vraiment tout le temps rattaché à un bien fixe au Canada qui est difficilement déplaçable. Par exemple, si on avait une société non résidente qui vient faire l'installation d'un logiciel sur une année ou sur une certaine période de temps, bien, ça ne rentrerait pas dans la définition de chantier de construction ou de montage. Également, il y a certaines sociétés non résidentes qui pourraient être tentées de scinder un contrat en plusieurs contrats, simplement pour dire que, bon, on a 2 contrats de 8 mois, donc je n'excède pas la durée de 12 mois. Bien, en fait, ça serait considéré comme un seul contrat. Donc, il faut faire attention. Également, je parle de durée supérieure à 12 mois. Il faut vraiment regarder les conventions fiscales parce qu'il y a certaines conventions qui parlent plutôt d'une durée supérieure à 6 mois. Troisième type de pays qu'on peut rencontrer, c'est tout ce qui est des agents qui ont l'autorité de contracter au Canada. Ici, il faut vraiment regarder s'il y a une certaine récurrence puis une certaine fréquence pour ce que ça crée un établissement stable. Donc, s'il y a un employé qui vient signer un contrat au Canada, ça ne créerait pas de PI.
en vertu de ces règles-là. Également, la jurisprudence est venue nous dire que dans le cas où le représentant peut prendre des commandes, mais qu'il n'y a pas de pouvoir significatif sur les paramètres essentiels du contrat, tels que le prix de vente, bien à ce moment-là, il ne créerait pas un PI. On ne pourrait pas dire qu'il y a suffisamment de pouvoir pour négocier ce contrat-là et créer un PI au Canada. Dernier type de PI qu'on peut rencontrer en vertu des conventions fiscales, ce n'est pas toutes les conventions qui en parlent. En fait, Canada, États-Unis prévoient ce paragraphe-là. Donc, c'est au niveau des services rendus. Donc, si j'ai des services qui sont rendus physiquement au Canada, il y a un délai En fait, si la durée est supérieure à 182 jours pour les services qui sont rendus au Canada, soit par un employé qui vient physiquement au Canada pendant plus de 182 jours, ou encore pour des services qui sont rendus pendant une période de plus de 182 jours pour une période de 12 mois. Alors, à ce moment-là, ça pourrait créer un PI au Canada. Le paragraphe 4 des conventions fiscales prévoit certaines exclusions. Je vous en ai listé quelques-unes qui sont généralement prévues par les conventions fiscales. Encore une fois, il faut vraiment aller lire la convention fiscale applicable parce que ça peut changer. En fait, ce qu'on prévoit ici, c'est vraiment toutes les activités qui sont auxiliaires ou préparatoires à l'activité essentielle de l'entreprise. Donc, on vise principalement tout ce qui est entreposage de marchandises. Également, on peut viser la publicité, la fourniture d'informations, fourniture de services ou d'installations de gestion administrative pour le non-résident. Puis, qu'est-ce qu'on entend par expression préparatoire ou auxiliaire? Bien, le CDE veut nous dire que c'est une activité qui est exercée dans la perspective d'exercer l'activité essentielle de l'entreprise. Généralement, elle se fait sur une période relativement courte. Et aussi, normalement, cette activité préparatoire-là va utiliser moins d'employés, moins d'actifs que l'activité essentielle de la société. Donc, si on revient à notre mise en situation initiale, donc la première question à se poser, c'était est-ce qu'elle exploite une entreprise au Canada? On a conclu que oui, parce qu'elle fait l'installation d'un pont. Deuxième question à se poser, c'est qu'il faut regarder la convention fiscale. Donc, si on reprend nos 4 types de PI, donc, est-ce qu'il y a une installation fixe d'affaires? On disait qu'elle n'avait pas de bureau au Canada, donc on n'entrerait pas dans ce type d'établissement stable-là. Deuxième possibilité, ce serait d'avoir des agents contractants. On disait que les employés n'avaient pas l'autorité de contracter. Troisième possibilité, c'était d'avoir un chantier de construction ou de montage au Canada. Il faut regarder la Convention. La Convention, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quelle durée de chantier elle prévoit? Donc, si la Convention prévoit une durée supérieure à 6 mois, à ce moment-là, on aurait un PI en vertu de la Convention fiscale. Si elle prévoit plutôt une durée minimale de 12 mois, à ce moment-là, on n'aurait pas de PI en vertu de ce paragraphe-là. Autre possibilité, c'est au niveau des services rendus. Est-ce que la Convention fiscale prévoit un paragraphe sur les services rendus? Il faut vérifier. Et si oui, bien dans la situation initiale, on mentionnait que les employés étaient envoyés de façon continue au Canada. Donc, le délai de 182 jours serait rencontré et il y aurait un établissement stable pour notre société non résidente au Canada. Si on change un petit peu les faits, en fait, le seul fait qu'on vient modifier, c'est que la durée du contrat passe à 14 mois. En fait, la seule chose que ça changerait, c'est que si la Convention fiscale prévoit un délai, une durée minimale du chantier de construction de 12 mois, alors en ce moment-là, on entrerait dans ce critère d'établissement stable-là. Si on change encore un petit peu nos faits et que cette fois-ci, les employés viennent de façon intermittente au Canada, donc plutôt que de venir de façon continue, ils viennent au Canada, ils repartent dans leur pays de résidence, ils reviennent, ils repartent. Donc, au niveau du pays de chantier de construction, le CDS, ce qu'il est venu dire, c'est que le délai pour estimer la durée du contrat commence vraiment à la date à laquelle les premiers travaux ont commencé, puis il va se terminer à la date à laquelle ils se sont terminés. Donc, peu importe qu'il y ait des interruptions saisonnières ou autres, volontaires ou non, bien, on va vraiment regarder la durée totale du contrat. Donc, dans ce cas-ci, le fait que les employés viennent de façon intermittente au Canada, ça ne changerait rien.
Par contre, au niveau des services rendus, bien là, ça pourrait changer quelque chose parce qu'il faut vraiment regarder le nombre de jours de présence, le nombre de jours où les employés ont été physiquement au Canada. Donc, il faudrait faire un suivi du nombre de jours qui passent au Canada. Si on change encore un petit peu les faits, en fait, je vais changer totalement la nature d'activité de la société, simplement parce qu'on entend de plus en plus parler de commerce électronique sur le marché. Donc, je trouvais important de faire une mise en situation par rapport à ça. Donc, notre société non résidente, plutôt que de venir faire l'installation d'un pont au Canada, elle va venir installer un serveur au Canada. Donc, elle achète ou elle loue un serveur au Canada. Il n'y a aucun employé ni aucune autre présence physique au Canada. Donc, est-ce que mon serveur au Canada va venir me créer un établissement, un pays au Canada? Pardon. Donc, premièrement, si on regarde la définition de ce qu'est commerce électronique, le CDE, ce qu'il vient nous dire, c'est que c'est des commandes de biens ou services effectuées et confirmées électroniquement via l'Internet ou via d'autres plateformes électroniques telles que les réseaux mobiles. Donc, clairement, un serveur pourrait entrer dans la définition de commerce électronique. En vertu des types de pays qu'on a vus, bien, le seul type qu'on pourrait appliquer au serveur, c'est vraiment l'installation fixe au Canada. Donc, le CDE a publié un rapport en 2000. Donc, c'est un rapport qui date quand même d'il y a 24 ans. Et on le sait, le CDE retravaille actuellement les règles fiscales par rapport au commerce électronique via Pure One, entre autres. Et je voulais vous présenter quelques commentaires de l'OCDE qui étaient dits par rapport au serveur que je trouvais quand même pertinente à vous parler aujourd'hui. Donc, le premier, en fait, c'est, on se rappelle, pour avoir un PI au niveau de l'installation fixe, c'est que l'installation doit être fixe, ça ne doit pas être bougeable. Et le CDE, ce qu'il veut nous dire, c'est que ce qui est important dans le cas d'un serveur, ce n'est pas le fait que le serveur ne peut pas être bougé, parce que clairement, il va pouvoir être bougé en tout temps, mais plutôt si dans les faits, concrètement, il est bougé. Également, il faut regarder s'il va être bougé et s'il va être en place au Canada pendant une période suffisante de temps. Et également, ça va nous dire que les activités de l'entreprise qui sont faites via ce serveur-là, bien, ils doivent constituer une partie importante de l'entreprise. Et d'autres commentaires ici, et qu'en fait, ils ne doivent pas être seulement préparatoires ou auxiliaires aux activités de l'entreprise. Ce qui vient un peu faire le parallèle là, avec les exclusions qu'on voyait dans la convention fiscale. Puis, le CDE venait également mettre des exemples d'activités qui pouvaient être considérées comme préparatoires ou auxiliaires. Donc, je vous les liste ici. Là, on parle, entre autres, de fournir un lien de communication similaire à une ligne téléphonique entre les fournisseurs et les clients, publicité de biens ou services, recueillir des données, fournir des informations. Donc, vraiment, les activités qui doivent être faites via le serveur, ça doit être des activités essentielles à l'entreprise. Si on regarde maintenant les commentaires de l'ARC, en fait, l'ARC nous dit qu'elle allait suivre les commentaires de l'OCDE. Je vous ai mis deux interprétations techniques que je trouvais pertinentes. Je ne repasserai pas ce qu'ils ont dit parce que ça va essentiellement dans le même sens que les commentaires de l'OCDE. Seule chose que je voulais aborder, c'est qu'en fait, l'ARC vient encore élargir la définition d'exploiter une entreprise par le premier commentaire qui est indiqué ici. C'est qu'en fait, une entreprise va pouvoir exploiter une entreprise au Canada, même s'il n'y a pas de présence d'employés au Canada. Donc, en conclusion, si on revient à notre société non résidente qui a un serveur au Canada, ça pourrait constituer un PI. En fait, il faut vraiment regarder c'est quoi les activités qui vont être faites à travers ce serveur-là. Si on passe maintenant aux obligations de conformité fiscale, ils vont être différentes selon notre conclusion, à savoir s'il y a un établissement stable ou pas au Canada. S'il n'y a pas d'établissement stable au Canada, en fait, il n'y aura pas d'impôt de la partie 1 ni d'impôt de la partie 14, qui est l'impôt des succursales. Une T2 va tout de même devoir être produite, une T2 de type Treaty-Based Return. Donc, la société non résidente va devoir obtenir un numéro d'entreprise.
Et tant qu'elle a ce numéro d'entreprise-là, généralement, elle doit produire une T2, sinon elle peut avoir des pénalités pouvant aller jusqu'à 2 500 $. Annexe 91 et 97 vont devoir être jointes à cette T2-là. L'annexe 91, en fait, ça divulgue c'est quoi les activités au Canada. Donc, on vient vraiment divulguer c'est quoi les services qui sont rendus au Canada, dans quelle province, le nombre d'employés qui sont envoyés. Donc, c'est vraiment utile à l'ARC pour vérifier si la société a tout produit ses faillites fiscaux. Donc, on pense au T4, T4A, T4ANR. Donc, il faut vraiment faire attention avec cette annexe-là, vérifier que toute la conformité autour est bien produite. Annexe 97, en fait, c'est qu'on vient indiquer que la société est exonérée d'impôts en vertu d'une convention fiscale. Également, impôts de la partie 13, règlement 105 et règlement 102 peuvent s'appliquer dans certains cas. On va les voir un petit peu plus tard. Aussi, au niveau du délai de production, c'est de 6 mois, là, comme n'importe quel autre T2. Si on conclut plutôt que notre société non résidente elle a une succursale au Canada, donc elle a un établissement stable, succursale, branch au Canada, à ce moment-là, l'impôt de la partie 1 va être applicable. Donc, il va y avoir une T2 à produire. On va imposer vraiment les activités qui sont liées au branch au Canada. Donc, il va falloir qu'il y ait des états financiers distincts soient produits pour les activités de la succursale. Ces états financiers-là doivent respecter les règles de prix de transfert. Annexe 20 à joindre, en fait, c'est l'impôt de succursale. Je vais en parler un petit peu plus tard. Et il faudra également produire les annexes 91-97. Seule particularité, c'est au niveau de l'annexe 97, il faut dire que c'est une succursale canadienne plutôt qu'une succursale exonérée d'impôts. Et également, ce qu'on voit en pratique qui est oublié, c'est au niveau du T106. Donc, si le branch a des activités supérieures à 1 million de dollars avec des sociétés non résidentes avec lesquelles il y a une indépendance, bien, il faudrait divulguer via un T106. Donc, c'est quelque chose à ne pas oublier. Au niveau de l'impôt de la partie 14, ou de l'impôt des succursales, en fait, le but de cette partie-là, c'est vraiment d'imposer l'équivalent de ce qui serait distribué sous forme de dividende à la société non résidente. Donc, en fait, c'est qu'on veut revenir au même pied d'égalité que si la société non résidente créait une filiale canadienne, créait une société canadienne et qu'elle exploitait ses activités canadiennes via cette filiale-là et qu'elle faisait le rapatriement des revenus canadiens à son actionnaire non résident via un dividende. Donc, grosso modo, l'impôt de la partie 14, c'est 25 de retenue, 25 d'impôt supplémentaire, excusez-moi, sur la portion des revenus gagnés au Canada qui ne sont pas réinvestis au Canada. Le taux de 25 peut être réduit selon une convention fiscale applicable, puis on va regarder l'article 10 des dividendes pour revenir au même pied d'égalité que si on avait vraiment une filiale canadienne. Il est possible d'avoir des exemptions en vertu des conventions fiscales. Par exemple, Canada-US, on a les premiers 500 000 de revenus canadiens qui sont exemptés de cet impôt supplémentaire-là. Encore une fois, l'impôt de la partie 13 peut être possible pour ma société non résidente, principalement sur les activités qu'elle n'aura pas imposées en vertu de la partie 1 au Canada. Donc, c'est quelque chose à ne pas oublier. Si la société non résidente prévoit d'avoir plusieurs activités, plusieurs contrats au Canada sur une période de temps assez longue, ça pourrait être avantageux pour elle de créer une filiale canadienne. Donc, les critères à considérer, c'est vraiment la taille potentielle des opérations canadiennes en termes de revenus projetés et de récurrence. L'expectative de profit également. Si on prévoit des profits importants, bien, on va payer à chaque année de l'impôt de succursale de 5 ou plus sur les revenus qui sont générés au Canada, tandis que si on avait une filiale canadienne, bien, on pourrait contrôler le moment où le rapatriement a lieu et le moment où l'impôt de la partie 13 est payé. Filiale canadienne, l'impôt de la partie 13 est non applicable, donc ça peut être quelque chose qui est plus facile à gérer parce qu'on n'a pas à se préoccuper de l'impôt de la partie 13. Et pour une filiale canadienne versus une succursale canadienne, en fait, les conséquences de l'impôt de la partie 1 sont les mêmes sur les activités canadiennes. Ce qui m'amène à vous parler de 2 règles importantes dans le calcul d'impôt de la partie 1. Donc, c'est les règles de la limitation de la déductibilité des intérêts qui peuvent s'appliquer tant à une société canadienne qu'à une succursale canadienne.
Première règle, c'est les règles de capitalisation restreintes, donc sont visées en vertu des paragraphes 18.4 à 18.8. Le but, c'est vraiment de limiter la déductibilité des intérêts. Également, à noter que ces règles-là s'appliquent après les règles générales de 21C, de déductibilité des intérêts de 21C, et également des règles de prix de transfert. Donc, si on a un taux d'intérêt qui est supérieur au taux du marché, ces intérêts-là seraient automatiquement non déductibles. Conditions d'application, sommairement, il y en a 3. La première, c'est que c'est une dette qui est due envers un non-résident déterminé. Qu'est-ce qu'on entend par non-résident déterminé? Bien, ça peut être un actionnaire non-résident déterminé. Et là, en fait, c'est une personne qui, seule ou avec d'autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, va détenir au moins 25 des actions de la société, et ça peut être en vote ou en valeur. Ça peut également être une dette qui est due envers un prêteur qui a un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé. Donc, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui se passe dans le groupe de sociétés. Généralement, là, si on a une dette qui est due envers une société sœur non résidente, bien, on pourrait être visé par les règles de capitalisation restreinte. Deuxième critère, c'est au niveau du ratio. Donc, ratio dette sur capitaux propres pour une filiale canadienne. Si la dette est supérieure à un ratio de 1,5 sur 1, à ce moment-là, on serait visé par les règles de capitalisation restreinte. Et pour une succursale, on parle plutôt d'un ratio de dette sur actif de 3 pour 5. Les intérêts peuvent être payés ou à payer. Donc, en fait, on regarde vraiment si les intérêts sont déduits dans le revenu net pour savoir si mes règles de capitalisation restreinte pourraient impacter. Donc, je vous présente une autre mise en situation. Je n'entrerai pas dans le détail de la limitation de la déductibilité des intérêts. Le but, c'est vraiment plus de voir avec vous c'est quoi les impacts des règles de TINCAP. Donc, la situation que je vous présente ici, c'est une société non résidente qui a fait un prêt à Canco. Donc, Canco a une dette envers la société non résidente de 2 millions. Cette dette-là existe depuis 2020 et il y a un taux d'intérêt de 10 sur cette dette-là. Société non résidente est actionnaire à 100 de Canco. Elle a un capital action de 100 000 et des BNR de 500 000. Puis au fin de l'exemple, on va supposer que les BNR restent constants pour toutes les années. Donc, dans le tableau, en fait, on voit que la dette reste toujours à 2 millions pour ces années-là. Les intérêts payés à payables, en fait, c'est 200 000 par année et on voit qu'il n'y a pas d'intérêts qui ont été payés pour toutes ces années-là. Donc, si on fait notre calcul par rapport au ratio, l'impact numéro 1, ce serait qu'il y aurait des intérêts non déductibles en vertu du paragraphe 18.4 de 110 000 par année. Donc, au total, on aurait 440 000 d'intérêts non déductibles. Deuxième impact, c'est qu'en fait, ces intérêts non déductibles-là sont réputés être un dividende en vertu de 214.16, ce qui fait en sorte qu'une retenue à la source de 25 en vertu de l'impôt de la partie 13 pourrait devoir être payée à l'ARC. Donc, si le calcul est fait en fonction d'un taux de retenue de 25 pourrait être réduit en vertu des conventions fiscales. Donc, ce serait à voir si les sociétés se qualifient de la convention fiscale applicable. Troisième impact, en fait, je vous mentionnais que les intérêts n'étaient pas payés. Il ne faut pas oublier le paragraphe 78.1. Ce paragraphe-là, ce qu'il fait, c'est en fait quand on a une dépense dans une société canadienne et que cette dépense-là n'est pas payée dans les 3 ans, il y aurait une inclusion dans le revenu à la 4e année. Donc, Canco devrait venir ajouter dans son revenu imposable à l'année 4 le montant de 90 000 qu'elle a déduit en 2020. Puis en fait, tant qu'elle ne paie pas les intérêts, c'est le même mécanisme qui va s'appliquer année après année. Ici, je veux juste revenir sur l'impact numéro 2, là, qui était le dividende réputé. En fait, je fais juste un résumé de ce que je vous ai mentionné. Seule chose que je pourrais ajouter, c'est que la retenue doit être versée dans le 15e jour du mois suivant la fin de l'année d'imposition de la Société canadienne. Donc, on vient réputer que le dividende est vraiment versé le dernier jour de l'année d'imposition de la Société canadienne. Si on passe maintenant aux fameuses règles FL, qui ont fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières années. Ici, je vous ai mis des abréviations, les abréviations les plus courantes qui sont utilisées.
Donc, j'ai mis un terme français, terme anglais. Dans les prochaines minutes, en fait, je vais principalement utiliser les termes anglais. Entre autres, là, ce qu'on va voir, c'est le ATI pour le Adjusted Taxable Income ou encore revenu imposable rajouté. Je vous l'ai dit, là, tout simplement parce qu'après ça, je vais les utiliser. AFI, qui est vraiment les dépenses d'intérêt dépenses d'intérêt et de financement, et les IFR, qui est vraiment les revenus d'intérêt et de financement. Donc, sommairement, un petit résumé de qu'est-ce que sont les règles FL. C'est visé à l'article 18.2. En fait, c'est des propositions législatives qui ne sont pas encore en vigueur. En fait, elles sont en vigueur, mais pour les années d'imposition qui commencent après le 1er octobre 2023. Donc, ça peut toucher là, des sociétés dès maintenant. Le but, c'est de limiter la déductibilité des intérêts au Canada. Ces règles-là doivent être prises en compte après les règles de prix de transfert de 21C, de capitalisation restreinte et les règles d'asymétrie hybride dont Nathalie a mentionné tout à l'heure. L'impact, c'est qu'en fait, les dépenses d'intérêt net, des revenus d'intérêt, vont être limitées s'ils dépassent 30 du ATI. Ici, je parle de 30 En fait, c'est vraiment le ratio qui va s'appliquer à partir du 1er janvier. En fait, pour les années d'imposition qui commencent à partir du 1er janvier 2024, pour la période des années d'imposition qui commencent entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2023, on parle plutôt d'un ratio de 40 Aussi, les dépenses d'intérêt qui vont être refusées puis qui ne sont pas transférées dans le groupe vont pouvoir être reportables indéfiniment. Autre particularité, si on a une acquisition de contrôle et qu'il y avait de la capacité excédentaire dans les années précédentes, cette capacité-là va être perdue. Contribuables visés, on parle de sociétés canadiennes, sociétés non résidentes ayant une succursale au Canada et également les fiducies. À noter également que les règles de TINCAP visaient vraiment les intérêts qui sont payés envers des personnes avec qui la société a un lien de dépendance ou un actionnaire non résident déterminé. En fait, ici, on vise vraiment tous les intérêts. Donc, il faut considérer toutes les dépenses d'intérêt, tous les revenus d'intérêt pour nos calculs. Bonne nouvelle, il y a des entités qui sont exclues de ces mesures-là, donc ça peut alléger beaucoup le fardeau fiscal. Il y a 3 façons qu'une entité soit considérée comme exclue. Premièrement, c'est elle atteint le seuil de 50 millions de dollars. Donc, c'est une SPCC dont le capital imposable et celui de ces SPCC associés est inférieur à 50 millions de dollars. Deuxième possibilité, c'est au niveau du seuil de 1 million de dollars. Si mes dépenses d'intérêt nettes de mes revenus d'intérêt du groupe sont inférieurs ou égales à 1 million de dollars. Et troisième possibilité, c'est au niveau des activités domestiques. Donc, pour aller dans cette exclusion-là, en fait, on doit respecter 4 conditions. Premièrement, les activités du groupe doivent être exercées à l'extérieur du Canada pour moins de 10 Aussi, on regarde les sociétés étrangères affiliées, combien ils valent. Donc, 2 possibilités. On va regarder la valeur au bilan de nos sociétés canadiennes, des investissements qu'ils détiennent dans ces sociétés étrangères affiliées-là. Et également, on va regarder la JVM de l'ensemble des biens des sociétés étrangères affiliées, à savoir s'il est inférieur à 5 millions de dollars. Troisième condition rencontrée pour se qualifier d'activité domestique, c'est qu'aucun non-résident ne doit détenir plus de 25 du contribuable. Donc, dans le cas d'une succursale canadienne, ce serait un critère difficile à rencontrer. Et dernier critère, c'est au niveau des dépenses d'intérêt. Ils doivent être payables. En fait, si les dépenses d'intérêt qui sont payables à des personnes indifférentes relativement à l'impôt sont inférieures à 10 Et qu'est-ce qu'on entend par personnes indifférentes de l'impôt? Mais en fait, c'est les personnes qui sont exonérées de l'impôt et les personnes non résidentes. Puis, ils doivent avoir un lien de dépendance avec le contribuable canadien. Je vous ai préparé un petit tableau récapitulatif des ajustements qu'on retrouve dans le revenu d'impôt rajouté ou le ATI. Et en fait, les propositions législatives prévoient des ajustements jusqu'à la lettre Z.2. Donc, je ne les ai pas toutes listées ici. Vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on part du revenu imposable et on veut arriver avant un bénéfice avant intérêt et impôts et amortissement fiscal.
Donc, on va vraiment venir ajouter tout ce qui est les pertes en capital, les pertes autres qu'en capital qu'on utilise. Également, on va venir enlever les frais financiers, les frais d'intérêt et les frais de financier. On va également faire un ajustement par rapport à tout ce qui est revenus d'intérêt et de financement. Et au niveau de la DPA, on va venir l'ajuster également, enlever tout ce qui est récupération d'amortissement, tout ce qui est perte finale, pour vraiment arriver avec un taxe EBITDA. Autre concept quand même très important et qui peut causer des maux de tête, il a l'air bien simple à la lecture, mais en fait, en pratique, ça peut causer bien des maux de tête, c'est tout ce qui est les dépenses d'intérêt et de financement. Ça englobe plusieurs éléments. Donc, c'est sûr que ça va englober les dépenses d'intérêt et de frais de financement. Ça va également englober la portion des intérêts qu'on retrouve dans la DPA ou dans la perte finale. En fait, c'est que si j'ai des intérêts qui ont été capitalisés à un bien, il va falloir que je vienne sortir cet amortissement d'intérêt-là et que je vienne l'ajouter à mon calcul de frais financiers. On prend en considération également toutes les dépenses et frais en lien avec des accords de financement tels que les swaps. Il faut également considérer les montants liés au crédit bail, sauf si c'est un bail exclu en vertu du règlement. On va également considérer la quote-part des dépenses d'intérêt de financement des sociétés de personnes et des sociétés étrangères affiliées contrôlées dans lesquelles on inclut notre FAPI ou notre FAPL. Je pense que c'est FAPL. À noter que ces intérêts-là peuvent être payés ou à payer, donc pourvu qu'ils soient pris en déduction dans notre revenu net. Également, si ma dépense d'intérêt est considérée comme une perte en capital dans mon revenu, mais là, je vais considérer uniquement 50 % dans mon calcul de dépenses d'intérêt et de financement, ou 66 2/3 à partir du 25 juin. Revenus d'intérêt et de financement, c'est un peu l'effet miroir des dépenses d'intérêt et de financement. Il y a certaines particularités. Ici, on parle de revenus de frais de garantie. Également, on parle des revenus liés à des accords de financement et provenant d'un crédit bail. Ça peut être encore une fois des intérêts qui sont reçus ou à recevoir. Et il ne faut pas oublier que si on a des intérêts réputés en vertu d'un plat election ou d'un prêt ou dette déterminé, il faudra les considérer là, dans nos revenus d'intérêt. Puis encore une fois, si les intérêts sont plutôt considérés comme un gain en capital dans notre déclaration de revenus, il faudra en tenir compte uniquement au taux de 50 %. Il y a plusieurs choix qui sont possibles dans les règles FEL. Je ne les passerai pas toutes. Il y en a un que je trouvais important de vous parler aujourd'hui. C'est le ratio de groupe. Donc, c'est le choix de 18.21.2. Et en fait, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le ratio fixe. Donc, on va venir appliquer 30 ou 40 % du ATI. En vertu du choix du ratio de groupe, en fait, c'est qu'on vient considérer les intérêts financiers consolidés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans nos intérêts, nos états financiers, plutôt que de prendre le bénéfice fiscal. Donc, les conditions, c'est que ça doit être, les sociétés doivent produire des états financiers consolidés et ils doivent également faire le choix conjoint au plus tard à la dernière date d'échéance de production de la déclaration de revenus d'un membre du groupe. Puis, si on regarde la formule, en fait, notre ratio de groupe il est vraiment basé sur le bénéfice net comptable rajouté du groupe plutôt que sur le bénéfice fiscal. Les ajustements qu'on va faire à notre bénéfice comptable, c'est sensiblement les mêmes qu'on ferait là, versus notre revenu imposable. Si on attaque notre deuxième volet, c'est tout ce qui est obligation de retenue. Donc, obligation de retenue à la source. Si on commence par l'impôt de la partie 13, donc c'est un impôt qu'on entend quand même souvent parler. Sommairement, c'est une retenue d'impôt de 25 % sur certains types de paiements faits à un non-résident. Et qu'est-ce qu'on vise comme type de paiement? On parle d'honoraires, frais de gestion, d'administration. Je vais ajouter certaines particularités à ce type de paiement-là. On parle aussi des intérêts, des loyers, redevances, royautés, frais de licence et autres paiements semblables. Également, on parle des avantages à des actionnaires non résidents. Donc, si on a,
paragraphe 15.2 qui s'applique, par exemple, bien l'impôt de la partie 13, il faudrait la considérer. Donc, il pourrait avoir une retenue à la source sur ces avantages-là. Au niveau des honoraires, en fait, c'est pas tous les services qui sont visés ici qui sont faits par un non-résident. C'est vraiment ce qui a trait aux honoraires de gestion ou d'administration. Donc, ça va dans le même sens que frais de gestion ou d'administration. Généralement, les conventions fiscales vont prévoir un taux de retenue de 0 % sur ces honoraires-là, mais il faut quand même valider. En vertu de la législation interne canadienne, il y a le paragraphe 212.4 qui vient exclure expressément certains paiements de l'application de la retenue de la partie 13. Donc, ce qu'on vient exclure, en fait, c'est si le service est fourni par une personne non résidente dans le cours normal de ses activités, puis qu'elle n'a pas de lien de dépendance avec le payeur canadien. Donc, si on a une société non résidente qui rend des services de gestion pour une société canadienne et qu'elle n'a pas de lien de dépendance avec le payeur canadien, à ce moment-là, je ne serai pas visée par l'impôt de la partie 13. Deuxième possibilité d'exclusion au niveau des honoraires, frais de gestion d'administration, c'est quand il y a une dépense, c'est quand il y a un remboursement d'une dépense spécifique. Donc, si le non-résident demande spécifiquement le remboursement d'une dépense au payeur canadien, à ce moment-là, ça ne serait pas visé. Par contre, la RC est venue mentionner qu'il ne doit pas y avoir de markup qui est pris sur cet honoraire-là ou ce remboursement de dépenses-là. Donc, si le non-résident, par exemple, ajoute un markup de 5 % sur les frais qui sont chargés, bien à ce moment-là, on ne pourrait pas être exclu à 212.4b. Le taux de retenue peut être réduit, voire éliminé en vertu d'une convention fiscale. Donc, il faut vraiment regarder les conventions fiscales applicables. Également, c'est possible que le non-résident doive démontrer au payeur canadien qu'il peut se prévaloir des bénéfices de la convention fiscale. Et le payeur canadien peut être en droit d'exiger que le non-résident fournisse les formulaires NR 301, 302 ou 303. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que le non-résident vient dire qu'il est admissible à la convention fiscale et qu'il se prévaut d'un taux réduit. Je vous ai fait un petit tableau résumé des impacts de la partie 13, tout simplement pour que ce soit plus visuel. Puis aussi, ce qu'on voit en pratique, c'est l'impôt de la partie 13 et règlement 105 qui sont souvent mélangés. Donc, j'ai le même tableau équivalent pour le règlement 105, donc c'est plus facile de comparer. Impact pour le payeur, obligation de retenue. Donc, c'est vraiment le payeur qui a l'obligation de retenue et s'il ne le fait pas, c'est lui qui va être passible des intérêts et pénalités. Obligation de remettre la retenue et le 15e jour du mois suivant le paiement. Et cette remise de retenue-là se fait via le compte de non-résident. Donc, si le payeur canadien n'a pas de compte de non-résident ouvert, ça va être important d'y en ouvrir un. Obligation de déclarer se fait via un feuillet NR4. La date limite, c'est le 31 mars de chaque année. Et ce feuillet-là doit être produit même si aucune retenue n'a été faite dans les faits. Également, impact sur la T2 qui peut se produire, c'est au niveau de l'annexe 29 et au niveau du T106 si notre seuil d'1 million de dollars est rencontré. Pour la société non résidente, en fait, la retenue, ça va être considéré comme un impôt final, donc ce n'est pas un acompte d'impôt au niveau canadien, donc il n'y a pas de déclaration à proprement parler à faire au Canada, pas de T2 à compléter qui est nécessaire au niveau de la société non résidente. Si le non-résident n'est pas d'accord avec le taux de retenue qui a été employé par le payeur canadien, il peut faire une demande de remboursement de la différence auprès de la RC, mais ça va devoir être fait via le formulaire NR7R. Et il y a quand même des délais. Le non-résident va pouvoir réclamer un crédit d'impôt étranger dans son pays de résidence selon la législation interne de son pays. Puis, quand je mentionnais qu'il n'y a pas d'obligation de conformité au Canada, en fait, c'est seulement les NR 301, 302 ou 303 qui pourraient s'appliquer si le payeur canadien les exige. Puis, si le fournisseur non résident ne fournit pas ces formulaires-là, en fait, le payeur canadien est en droit de réclamer, de retenir 25 % plutôt que d'aller vers le taux retenu de la convention fiscale.
Si maintenant on regarde Règlement 105, en fait, qu'est-ce que ça vise? C'est retenue d'impôt de 15 % sur des services qui sont rendus au Canada par un non-résident. Donc, le non-résident rend vraiment des services de façon physique au Canada. Type de paiement visé, service rendu au Canada, paiement d'acompte, retenue versée au nom d'un non-résident, le temps de déplacement également que le non-résident va charger au payeur canadien. Et également, ça vise les contrats à plusieurs échelons. Et je vous ai fait un petit exemple pour illustrer ce que j'entends par contrat à plusieurs échelons. C'est par exemple une Canco qui engage USCO 1 pour venir rendre des services au Canada. Donc, Canco, quand elle va faire ses paiements à USCO 1, elle va devoir appliquer le règlement 105, donc retenue de 15 %. Ces services sont faits au Québec, une retenue supplémentaire de 9 % qui va devoir être appliquée. USCO 1, finalement, engage un sous-traitant, USCO 2, pour rendre ces services-là au Canada. Quand USCO 1 va faire les paiements à USCO 2, elle va devoir également faire une retenue de 15 % et 9 % c'est applicable, sur les paiements qu'elle fait à USCO 2. Il y a des montants qui ne sont pas soumis à la retenue. En fait, c'est vraiment ce qui est remboursement de dépenses, comme les frais de déplacement, de logement et de repas. Également, portion des services rendus à l'étranger. Contrat groupé, c'est des détails suffisants. Donc, il faut vraiment que ça soit indiqué clairement sur les factures qui sont émises par le non-résident au payeur canadien. Si ce n'est pas indiqué distinctement sur la facture, la RC pourrait cotiser le montant de la facture au total en vertu du règlement 105. Les taxes de vente non plus ne sont pas applicables et il y a des demandes de dérogation qui peuvent être obtenues. Donc, des demandes de dispense ou de waiver. Pour le règlement 105, il y a 2 types de dispenses. La première, ça peut être basé sur une convention fiscale, puisqu'on vient dire à la RC, c'est qu'en fait, la société non-résidente, elle n'aura pas d'établissement stable au Canada. Donc, le taux de retenue va être réduit à 0 si la société non-résidente est capable d'obtenir un tel type de dispense. Deuxième type de dispense, c'est en fait au niveau des revenus et dépenses. Donc, ce que la société non-résidente va faire, c'est qu'elle va envoyer une demande à la RC et ça va être basé sur son revenu net. Donc, elle va faire un état des revenus, un état des dépenses et la retenue va plutôt s'appliquer sur son revenu net qui est prévu au Canada. À noter également que dans le budget de 2024, donc le budget récent, bien, ce qu'ils sont venus prévoir, c'est qu'en fait, avant le budget, la RC devait émettre une dispense pour chaque contrat que la société non-résidente allait faire au Canada. Ce qui était prévu dans le budget, c'est qu'en fait, une demande de dispense va pouvoir être octroyée pour plusieurs contrats, à condition que le non-résident ne serait pas soumis à l'impôt canadien. Donc, il n'y aurait pas de PI au Canada. Puis, cette dispense-là va avoir une certaine durée, là, je crois que c'est 2 ans. Donc, encore une fois, là, un tableau qui résume les impacts pour le règlement 105. Donc, au niveau du payeur, c'est obligation de retenue, obligation de remettre la retenue le 15e jour du mois suivant le paiement, donc comme l'impôt de la partie 13. Par contre, ça va devoir se faire via le compte des retenues à la source plutôt que le compte de non-résident. Obligation de déclarer va devoir se faire via un TCATA NR ou un relevé 1 au Québec. Et la date limite va être le 28 février. Encore une fois, ça peut avoir des impacts sur l'annexe 29 ou le T106 dans la T2. Pour la société non-résidente, contrairement à l'impôt de la partie 13, l'impôt qui est retenu en vertu du règlement 105 est considéré comme un acompte d'impôt. Ce qui veut dire que si la société non-résidente va aller récupérer cet impôt-là parce qu'elle juge qu'il est trop élevé, elle va devoir produire une T2 au Canada, lui permettant de récupérer une partie ou la totalité de cette retenue-là. Même chose au Québec, là, une CO17, il faudrait que ça soit produit si jamais il y a une retenue de 9 % au Québec. Dernière retenue à la source dont je voulais parler aujourd'hui, c'est au niveau du règlement 102. Donc, c'est plus au niveau des déductions salariales. Donc, si ma société non résidente envoie des employés au Canada, il y a des retenues qui vont devoir être effectuées.
Il n'y a pas de seuil minimal, il n'y a pas d'exception de minimis, c'est-à-dire que dès qu'une société non résidente envoie un employé au Canada, bien, ça va être applicable dès le premier dollar versé. Par contre, il n'y a pas d'équivalence au Québec pour des employeurs non résidents. Donc, au Québec, on n'aurait pas ce même principe-là si l'employeur est non résident. C'est applicable même si l'employé est exempté par convention fiscale. Et demande de distance est également possible pour règlement 102, je vais en parler. Retenues de cotisation sociale, par exemple, peuvent s'appliquer. Donc, Code du Québec, tout ce qui est RRQ, RQAP, CNSST, ça pourrait s'appliquer. Par contre, il y a plusieurs ententes de sécurité sociale qui sont prévues avec des pays. Donc, il faut vraiment valider, c'est du cas par cas. Les demandes de waiver qui peuvent être faites, il y en a principalement deux grands types. Premièrement, c'est via le formulaire RC 473. En fait, c'est une demande de certification pour l'employeur non résident. Donc, c'est vraiment l'employeur qui va faire cette demande-là. Et cette demande-là va pouvoir être applicable aux employés non résidents admissibles. Donc, plutôt que faire demande par demande, qui est l'autre type de waiver qu'on peut obtenir, là, c'est vraiment une certification au niveau de l'employeur. Qui est applicable aux employés non résidents admissibles. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est des employés qui sont non imposables au Canada en vertu d'une convention et qui travaillent au Canada pendant moins de 45 jours au cours de l'année civile ou qui sont présents au Canada pendant moins de 90 jours pendant toute la période de 12 mois qui comprend le moment du paiement. Cette demande de certification d'employeur-là peut être valide pour une période pouvant aller jusqu'à 2 ans. Puis dans les deux types de waiver, en fait, les demandes doivent être soumises au moins 30 jours avant le premier paiement ou la date des services au Canada. C'est la même chose pour règlement 105, là, je pense que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est la même chose, même délai. Encore une fois, un petit tableau résumé. Donc, l'employeur va devoir obtenir un numéro d'entreprise au Canada pour faire les retenues. Donc, obligation de retenue, obligation de remettre la retenue, puis le moment est variable pour règlement 102. En fait, ça va être les mêmes règles que pour les retenues à la source d'une autre entité canadienne. Obligation de déclarer vont se faire via T4 ou relevé 1. Employé non résident va devoir obtenir un numéro d'assurance sociale ou un numéro d'identification à l'impôt. Et les retenues qui vont être faites en vertu du règlement 102, ça va être considéré comme un acompte d'impôt. Ce qui veut dire que si l'employé non résident veut récupérer cet impôt-là, mais il va devoir produire une T1. J'ai parlé un peu de pénalités tout à l'heure. Donc, les pénalités qui s'appliquent partie 13, règlement 105 et règlement 102 sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est 10 % des montants qui auraient dû être retenus et cette pénalité-là peut aller jusqu'à 20 % s'il y a des défauts répétés dans l'année civile, peut être 15 % au Québec. Intérêt autoprescrit s'applique à compter de la date d'exigibilité. Également à noter, parfois, là, on fait des divulgations volontaires pour des clients. Bien, en fait, les intérêts ne s'appliquent pas sur les pénalités tant qu'elles ne sont pas cotisées. Donc, tant que la RC n'a pas cotisé ces pénalités, il n'y a pas d'intérêt qui court. Juste faire attention. Également, autre élément important, il n'y a pas de délai de prescription sur ces retenues-là. Donc, ça peut être en tout temps que la RC vienne cotiser sur ces retenues-là. Si je reviens à mise en situation initiale, puis qu'on a la société non résidente qui a rendu les services au Canada, puis Canco est rendu à faire les paiements, et Canco, elle va faire 3 types de paiements à société non résidente. Donc, le premier paiement, c'est Canco va payer société non résidente pour des services de conception du pont qui vont être rendus dans le pays étranger, donc ne sont pas rendus au Canada. À ce moment-là, il n'y a pas d'impôt de la partie 13 ni règlement 105 qui s'appliquerait parce que vraiment les services sont rendus à l'extérieur du Canada. Deuxième paiement que Canco fait, c'est pour des frais de licence pour l'utilisation du logiciel de conception. Donc, à ce moment-ci, c'est un paiement pour frais de licence qui sont visés à l'impôt de la partie 13. Donc, il y aurait une retenue de 25 % qui s'appliquerait sur ces paiements-là. Ce taux-là pourrait être réduit en vertu d'une convention fiscale. Même les frais de licence, des fois, souvent, en vertu des conventions fiscales, le taux est réduit à 0. Donc, il faudrait vérifier.
Et troisième paiement que Canco fait, c'est pour les services qui sont rendus au Canada. Donc là, à ce moment-là, ça va être Règlement 105 qui va s'appliquer, qui va réputer une retenue à la source de 15 sur les paiements liés aux services rendus au Canada. Et la société non résidente va falloir qu'elle fasse des retenues en vertu du Règlement 102 pour les employés qui sont envoyés au Canada. Autre considération que je voulais vous parler rapidement, en fait, c'est au niveau du prix de transfert. Donc, il faut toujours s'assurer que les règles que les principes de pleine concurrence, puis que la documentation ponctuelle en vertu des règles de prix de transfert sont rencontrées. Également, les règles relatives aux prêts aux actionnaires qu'on voit souvent en pratique, qui peuvent s'appliquer, là, tout ce qui est niveau 15.2, l'article 17, 80.4. Donc, il peut y avoir des retenues sur des prêts ou des avantages aux actionnaires. Règles de divulgation obligatoire, on en a parlé tout à l'heure avec Nathalie. Ce que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est que ça peut être au Québec, il y a les paiements envers des pays non conventionnés, qu'on peut avoir des obligations de divulgation obligatoire. Et au fédéral, ce serait les prêts adossés qui nous toucheraient davantage. Et également, il faut considérer les taxes de vente et les douanes, pour lesquelles sujet je ne suis pas experte. Donc voilà, je suis disponible pour une paire de questions. S'il y en a. Bravo, Catherine, pour ta présentation. Merci. Donc, on va prendre une petite pause. De retour, là, il est 10h15, donc à 10h30 pile pour reprendre parce qu'on a vraiment un horaire chargé. Donc, à tantôt.